Alors, Voilà. bonjour à tous et toutes. Bienvenue ce soir pour notre table ronde du Cercle de mai avec Camille Kramer-Courbario, Raphaël Legrand, Béatrice Manche et Maric, ton nom de famille, Verbruge. Verbruge. Merci à vous. Donc, et merci à ceux qui nous suivent et qui vont nous voir en replay. Donc, ce programme est proposé par Women Design et on est ravis de mettre en lumière des femmes designers talentueuses et de leur donner la parole. Alors, on va commencer, peut-être qu'on va faire un petit tour de table et vous allez pouvoir vous présenter. Alors, Maric, si tu veux bien te présenter. Donc, je m'appelle Maric, je suis designer et sociologue urbaine. Je travaille dans le milieu de la participation citoyenne sur surtout des projets urbains ou des projets d'urbanisme, mais aussi différents types de politiques publiques. Donc, je travaille dans un cabinet qui s'appelle Planète Citoyenne pour différentes collectivités. Merci. Alors, Béatrice, peut-être que tu peux Oui, prendre la suite. merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Camille, Perrine, Raphaël et Maric. Donc moi, je suis designer. J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans une entreprise industrielle au niveau mondial, international, et j'ai créé ma société qui s'appelle Color Wellness, dans laquelle je travaille sur l'approche et l'impact de la couleur sur le bien-être de la personne. Merci. Voilà. Alors, Raphaël, si tu veux prendre la suite. Bonjour à tous. Alors moi, je suis designer aussi. J'ai travaillé pendant longtemps, les 15 premières années de ma carrière, en tant que designer industriel pour des grands groupes et essentiellement en R&D, donc en France et à l'étranger. Et puis, mon poste a évolué et aujourd'hui, je suis responsable d'un lab qui fait de l'innovation et de la prospective par le design en R&D dans un grand groupe industriel. Merci. Camille. Alors, moi, je m'appelle Camille Kramer-Courbario et je suis l'une des cofondatrices d'une agence de recherche et de design spécialisée sur le UX et tout ce qui est design centré sur l'humain, qui a la particularité d'être une agence panafricaine avec nos bureaux essentiellement basés à Dakar et une équipe sur environ 8 pays africains et on couvre l'ensemble du continent africain sur nos recherches. On fait la recherche, on va jusqu'au design, souvent du design digital, mais ça peut être du design de service ou du design stratégique aussi. Et je vois que on a une team de Dakar qui est présente dans le call, donc Oui. j'ai du temps. Merci. Super, merci. L'Afrique est avec nous ce soir. Alors, pour commencer, déjà, on a souhaité axer cette table ronde sur la transformation, la formation, l'adaptation. Voilà, et donc, on va commencer enfin, vous allez nous partager un peu quelle est l'importance de la formation dans votre pratique du design et aussi la transmission, ce qui est un sujet un peu commun à toutes. Alors, Béatrice, si tu veux, pardon, Marique, si tu veux commencer. Alors, sur la formation, donc nous, c'est les parties prenantes qui va être importante. Donc, les citoyens, les associations, les acteurs locaux qui vont participer à des projets urbains ou des projets d'enquête publique. Donc, si on prend un exemple, on a un réaménagement d'une place publique dans notre ville. On a un enjeu aujourd'hui dans la recherche sur la participation à former ces parties prenantes pour qu'ils puissent donner un avis, formaliser des idées, des propositions, des contributions. Donc, ça rejoint un peu des visites inspirantes ou des images de référence qu'on peut apporter. Ce qu'on dit aux gens, c'est qu'ils viennent avec leur expertise d'usage, donc ça ne leur parle pas forcément quand on leur dit ce mot-là, mais qu'ils viennent avec leur vécu, leur expérience, leur savoir-faire. Par contre, ça n'empêche pas que connaître comment fonctionne une collectivité, comment est-ce qu'on réaménage cette place, qui sont les acteurs,
quelles sont les contraintes, les marges de manœuvre, les, les différents points du projet. C'est important qu'on puisse le transmettre à ces parties prenantes. Et ça, on a différents outils. Donc, ça va être des temps d'information, ça peut être des temps d'audition. Donc, on auditionne soit des parties prenantes, soit des experts sur différentes thématiques. Là, je prépare en ce moment un panel citoyen sur un plan de mobilité. Donc, on fait venir des experts pour parler un peu du diagnostic du territoire sur comment on se déplace, mais aussi travailler sur la mobilité décarbonée, qu'est-ce que c'est. Donc là, on fait intervenir le CEREMA et puis d'autres bureaux d'études experts pour donner de l'information pour qu'ensuite les citoyens soient en mesure de faire des propositions ou de prioriser des propositions qu'on leur aura proposées. Merci beaucoup. Alors Béatrice, toi aussi, la formation est au cœur de tes préoccupations et la transmission, peut-être que tu peux Oui, nous… tout à fait. Un peu comme Maric, la formation, c'est une expertise, c'est un service, c'est un des services principaux chez Color Wellness. En fait, la formation, pour moi, elle est fondamentale parce que c'est comme un acte de valorisation de la connaissance. Et moi, cette connaissance, elle est évidemment autour du design, mais je la partage surtout au niveau de la couleur. Et j'essaye de faire comprendre et faire aimer le lien qu'il y a entre l'être humain et la couleur, parce que la couleur, elle n'est pas anodine. On parle toujours de couleur comme effet décoratif, couleur qu'on porte sur soi. On a un petit peu tendance à dire que la couleur, c'est superficiel, etc. Et je me bats contre ces impressions, en fait, parce que la couleur, c'est fondamental pour notre bien-être. Et je pratique bien sûr des séminaires, des formations en ligne, des formations en présentiel. Et petit à petit, les gens comprennent combien la couleur peut nous apporter dans notre vie de tous les jours. Juste un exemple, vous rentrez dans une pièce, vous vous dites, tiens, je me sens bien, là, je me sens pas bien. C'est exactement le rôle de la couleur. C'est elle qui vous envahit dans un tout premier temps. Elle n'est pas anodine, elle est très forte et elle nous sert beaucoup. Et donc, l'utilité de la couleur, la fonction de la couleur, c'est ce que j'enseigne dans les formations. Je vais m'arrêter là parce que je vais passer la parole. Merci. On passe à Raphaël. Oui, alors moi, je vais prendre les choses sous un autre angle et mettre en avant, en fait, la nécessité pour les designers de se former tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le fait qu'on est, je pense qu'on est toutes là, tout le temps en état de formation, pour plusieurs raisons. D'abord parce que chaque projet sur lequel on travaille est différent, et pour chaque projet, il faut un peu comprendre l'écosystème, les personnes qu'on a en face de nous, et du coup, quelque part, c'est une manière de se former. Et puis, pour parler un peu plus de méthodologie d'innovation ou méthodologie du design, ça évolue aussi. On ne travaille pas aujourd'hui, on n'utilise pas les mêmes process qu'il y a 10 ans ou même 5 ans. Et c'est important d'être toujours à l'écoute de ces évolutions, de ce qui fait sens sur le marché, en allant chercher dans la littérature, en discutant avec nos pairs, comme on est en train de le faire là aujourd'hui, et puis en essayant de transmettre ces connaissances le plus possible autour de nous, de faire diffuser un petit peu nos connaissances autour de nous. Et c'est une manière de faire évoluer ou de montrer aussi ce que c'est que le rôle du design. Donc autour de nous, ça va être notre écosystème proche, mais ça peut être aussi des formations auprès d'étudiants en design ou auprès d'étudiants en innovation. Mais il y a une vraie nécessité de se former tout le temps et de transmettre les notions acquises. Merci beaucoup. Camille, tu vas pouvoir aussi nous parler de ton expérience. Oui, pour nous, c'est alors quand on pratique, en tout cas dans nos géographies en Afrique, il y a peu d'écoles, voire pas du tout. Donc forcément, le sujet de la formation, il est d'une importance extrême parce que notre objectif n'est pas de recruter des designers étrangers, de faire venir en Afrique et de créer une boîte d'expatriés. Notre objectif, c'est d'avoir des designers locaux. Parce que pour designer, il faut avoir une bonne compréhension de son écosystème et même pour avoir de l'empathie
Moi, je peux avoir de l'empathie pour n'importe qui sur Terre, mais j'aurais peut-être plus de mal à les comprendre que quelqu'un qui comprend le contexte sans parler de la langue. Donc, bien sûr, pour nous, c'est une importance phénoménale de pouvoir former. Et on a monté même un centre de formation au métier du design tel que nous on les pratique dans notre agence. Donc, pour nous, les enjeux sur le continent, c'est de former la prochaine génération de designers africains pour répondre au challenge de l'Afrique. Et bien sûr, c'est un sujet qui nous passionne, qui est très challengeant parce que former, c'est tout un écosystème, c'est des modèles économiques différents, c'est des business models, il y a une économie de la formation aussi. Et quand on part de zéro, il faut réfléchir à comment on va faire et à l'échelle d'une agence, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc voilà, c'est des choses. Et moi, j'ai notamment ce rôle un petit peu de point focal entre l'agence et entre notre centre de formation parce que je suis passionnée par la transmission. Donc voilà. Super, merci. Et il y a un rôle, il y a une responsabilité aussi, encore plus, j'imagine, quand on est à l'étranger. Voilà, sur former, comment former. Merci beaucoup. On va continuer sur un sujet aussi, c'est l'adaptation aux différents contextes. Chacune d'entre vous, alors on a la chance ce soir d'avoir des femmes aux quatre coins de l'Europe, voilà, donc avec Béatrice qui est au Luxembourg, Camille à Dakar et Marique, tu es à Lyon, je crois. Marique, Oui, c'est ça. Lyon et Raphaël à Paris, je crois. Oui. Oui. Donc, comment voilà, vous adaptez aux différents contextes qui peuvent être culturels, enfin voilà, une entreprise, des parties prenantes, enfin voilà, je pense qu'en tant que designer, les capacités d'adaptation sont poussées à l'extrême parfois. Alors peut-être que Marie, tu peux nous parler un peu de ton expérience, toi. Oui. Bah, le contexte est fondamental déjà dans le métier de design, de comprendre où on met les pieds, comme disait Raphaël tout à l'heure, de savoir un peu de quoi on parle, de quel sujet on parle, donc c'est se former rapidement, mais aussi de qui. Et là, il y a l'aspect sociologique qui rentre dans mon métier, où du coup, on travaille sur de l'urbain, donc différents milieux de ville. Ça fait quelques années, j'ai travaillé 4 ans à Paris et 2 ans et demi là depuis sur Lyon, mais toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, j'ai des contextes très différents qui vont durer 3 mois ou 4 ans. Et donc, du coup, on n'a pas beaucoup de temps non plus pour l'appréhension du contexte. Ça, on le fait assez vite. Et on essaye de surtout faire parler les gens pour qu'ils nous racontent leur vécu, leur expérience, comment ça se passe au quotidien, quels sont les dysfonctionnements, qu'est-ce qui fonctionne bien dans leur quartier, dans leur ville, dans leur territoire. Et on a un enjeu aussi d'inclusivité dans la participation, c'est-à-dire que faire venir les gens, on voit que ça ne fonctionne pas toujours, et du coup il faut aller les chercher et aller sur des terrains différents. Donc ça peut être, j'en ai déjà parlé, mais des ateliers cours de langue avec des personnes qui ne parlent pas forcément français sur des quartiers ou sur des centres-villes. Ça va être d'aller chercher des jeunes qui ont aussi une expérience de l'espace qui est différente des adultes, même des enfants. Et ça va être chercher aussi l'expérience des femmes dans l'espace public. Et là, les questions de genre. Et du coup, d'aller aussi se greffer sur ce qui existe au local, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire aux gens, bon, bah, on fait une marche pour les femmes ou on fait un atelier pour les jeunes. C'est s'inscrire dans ce qui existe déjà, donc des moments de rencontre, des associations, le travail avec le texte. Super, merci beaucoup. Béatrice, alors toi aussi, tu es un vrai caméléon. Alors moi, effectivement, j'ai connu pas mal de régions différentes et de cultures différentes. Et aujourd'hui, je travaille quand même encore principalement entre la France et le Luxembourg, tout en étant basée au Luxembourg. Le Luxembourg, c'est un pays dont la culture est plutôt germanique. Et j'adore voir les différences entre les comportements, les goûts, les choix
des Allemands par rapport aux Français ou même par rapport aux Italiens avec lesquels j'ai travaillé très, très longuement par le passé. Et donc, tout ceci est très riche. Et quelque part, on se dit, quel est l'objectif? L'objectif, c'est de se projeter vers l'avenir. Quand je parle de se projeter vers l'avenir, c'est on a un projet, il faut que ce projet il aboutisse. Donc l'avenir peut être, le projet prendra le temps qu'il faut pour se réaliser. Donc l'avenir peut être court ou à moyen terme. Et donc, les projets que j'ai peuvent être diamétralement opposés. J'ai des recherches sur du design produit. Et là, inutile de vous dire qu'un produit vendu en France n'a rien à voir avec un produit vendu dans les pays du Nord ou en Allemagne, mais quand même, on essaye de trouver un consensus qui fait que, quelque part, c'est le chemin vers le design, vers le résultat qui va compter. Il va plus compter que le résultat lui-même parce que quand les gens vont vendre ces produits, ils auront une histoire à raconter. Et cette histoire, elle va faire vendre le produit. Si elle est bien faite, elle va faire vendre le produit. Et puis, j'ai d'autres projets aussi qui sont plus des projets d'environnement de vie. Alors, j'ai aussi beaucoup travaillé pour les tout-petits et l'impact de l'environnement sur les tout-petits est primordial. Donc, je travaille pour des crèches. J'en ai fait une ici à Luxembourg avec la directrice qui était diamétralement, je dirais, opposée à faire du bleu pour les petits garçons et du rose pour les petites filles. Donc, on a fait cet environnement de crèche de façon non conventionnelle et pour un résultat, 1 an après, qui est pas mal du tout, où les enfants, visiblement, se sentent bien. Et puis, j'ai d'autres projets qui sont en fait toujours liés au bien-être de l'usager. Le fil, si vous voulez, le fil qui est en commun de tous ces projets, c'est finalement rendre service, entre guillemets, aux clients. Mais ce service, ça va être plus un service qui n'est pas quantifié, c'est-à-dire il va être heureux de voir le projet terminé. Et c'est quand on voit un sourire sur la personne ou que la personne nous envoie un remerciement à la fin du projet, c'est tout, quoi. C'est absolument, c'est le résultat, en tout cas pour moi, que je souhaite avoir. Et donc, tout ceci pour dire qu'au niveau culturel, eh bien, je pense qu'il faut s'adapter. Je crois qu'il faut se mettre à la place, il faut être un petit caméléon, en fait. Il faut se mettre à la place du client. Le client, aujourd'hui, voit noir, ben, je vais voir noir avec lui. Demain, il va voir rouge, ou je vais voir quelqu'un d'autre. Voilà, il faut se mettre dans la peau du client, arriver à le connaître ses goûts, ses envies, et à partir de là, le process va démarrer. Et c'est ce process qui fera que, en le suivant, en y intégrant toutes les personnes qui vont faire partie de ce projet, ça va fédérer ces gens et ils vont avoir un projet commun. Et quand on aboutit de façon positive à ce projet commun, eh bien, c'est gagné. Merci. Voilà. Raphaël, si tu veux rebondir. Oui, alors je suis complètement alignée avec ce que tu dis, hein, Béatrice, c'est vraiment ça. C'est s'adapter à l'environnement, c'est comprendre à qui on s'adresse, comment on va développer un produit, pour qui, comment est-ce que ce produit va être utilisé, comment faire pour que ce produit soit désirable pour le consommateur ou l'utilisateur final. Et pour ça, c'est important de se mettre en… Alors, on a parlé d'empathie tout à l'heure, de se mettre en empathie, d'essayer de comprendre ce qui fait sens pour l'utilisateur, quels vont être ses besoins conscients, mais aussi ses besoins inconscients. Et là, c'est vraiment des discussions du terrain, aller voir un petit peu ce qui se cache derrière ce que les gens peuvent dire. Et ça, c'est vraiment clé. Le côté analyse holistique et systémique d'un contexte. On ne regarde pas par une petite fenêtre, on regarde tout son ensemble. Et il y a autre chose qui est vraiment fort, moi, dans ma pratique depuis quelques années, c'est aussi s'adapter aux commanditaires, aux chefs de projet, aux gens qui vont faire partie des équipes projet. On fonctionne beaucoup en équipe projet, à chaque fois on crée une équipe différente. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens en Asie du Sud-Est, en Europe, aux US, etc. Les cultures ne sont pas les mêmes. Les métiers ne sont pas les mêmes non plus.
les attentes de quelqu'un qui va travailler du côté du marketing ne vont pas être celles de quelqu'un qui sera plutôt en côté en recherche ou qui serait ingénieur, etc. Donc, c'est aussi important de modeler, de comprendre les attentes de chacun, leur contexte, leur environnement de travail, pour modeler des méthodes, proposer des solutions qui font sens, en fait, qui vont répondre à leurs attentes. Et peut-être c'est un peu hors sujet, mais ce qui est important aussi, c'est de trouver des moyens, et ça, je pense que c'est important pour le design, de transmettre les concepts, les idées, de manière assez ouverte, compréhensible par tous. Et c'est là que c'est important de passer par l'image, de passer par les prototypes, de créer quelque chose, de faire quelque chose qui va permettre à chacun de bien comprendre de quoi on parle et qui va permettre à chacun de se projeter. Super, merci. Camille? Pour moi, l'adaptation, c'est un peu avec l'empathie, et l'empathie, en fait, est très liée à l'adaptation. C'est une des caractéristiques clés du designer, en fait, parce que notre rôle, c'est d'être à l'intersection de toutes les parties prenantes, de les comprendre, de les expliquer aux uns et aux autres. Un designer qui comprend pas les besoins de l'ingénieur, il pourra pas bien remplir son rôle, et un designer qui n'arrive pas à expliquer les besoins du client ou à comprendre les besoins client final et client, en tant que personne travaillant en agence, je pense que porteur du projet. Donc, et on doit s'adapter à toutes ces contraintes, et moi, je me spécialise dans la recherche. Et d'ailleurs, je vois dans le call, il y a une de mes collègues à SAP qui est dans notre lab d'innovation, c'est pour créer des outils dédiés aux populations avec lesquelles on va travailler. Donc, on s'adapte, on adapte nos outils, on adapte notre posture, on adapte même comment on s'habille, comment on se comporte sur le terrain. Donc, l'adaptation, en tant que praticien, c'est un art absolument clé à développer. Et si on n'est pas capable de s'adapter, je pense pas que le design soit un métier vraiment fait pour nous, parce que cette flexibilité, elle est cruciale, et parce qu'on doit la représenter pour les autres. Et après, d'un point de vue personnel, l'adaptation, c'est comme tout un. Je pense qu'un designer qui est plus intéressé par le chemin que l'objectif final. Donc, on est toutes sur des trajets de croissance, de changement, d'évolution. Et moi, j'ai une formation en design industriel au départ. Maintenant, je suis dans la recherche. J'ai créé toute ma carrière pour l'instant professionnelle dans un continent qui était quand même assez différent de celui dans lequel j'ai grandi. Donc, personnellement aussi, j'ai une histoire d'adaptation qui va avec tout ça. Mais pour moi, peut-être le point le plus important que je voudrais soulever, c'est justement celui-là. Je pense que Béatrice l'a très bien dit. On doit s'adapter finalement aux gens qu'on sert. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les onboarder, pour que cette histoire qu'on va raconter ensemble, parce que le design c'est un process, leur parle le mieux, que ça soit via des livrables visuels, oraux, écrits, des rapports, etc. Qu'est-ce qui marchera le mieux dans cette situation particulière dans laquelle je suis? C'est ça le métier du designer au final, et on a des process autour de ça. Donc c'est pour ça aussi que moi j'adore ce métier, parce que ça nous force à avoir cette empathie, à avoir cette écoute et à s'adapter. Et c'est aussi pour ça, je fais un petit parallèle, parce qu'en ce moment on en parle beaucoup de tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Donc je pense qu'on n'est pas trop menacé encore sur certains points de nos métiers, parce que ça va être très difficile de réussir à remplacer ça par des machines. Donc l'adaptation, c'est vraiment un des mots-clés, je pense, de la pratique du design. Et ça ramène, et ce sera mon dernier point, sur la notion de concession aussi, parce que des fois, bien sûr, on doit faire des concessions avec lesquelles on n'est pas très alignés. Et je pense que ça va être c'est toujours un petit débat interne ou éthique ou même d'équipe. Bah non, mais attends, si on perd tout l'intérêt du projet, si on fait pas ci, si on fait pas ça. Mais je pense que moi, j'ai une approche qui est vraiment très long terme. Et je me dis que si on arrive déjà à faire ça, même si c'est un petit peu, et qu'on embarque les gens sur ce process, et le changement, ça prend du temps, au final, on est quand même en train d'avancer, même si c'est moins rapide que prévu, vers un futur meilleur.
Et moi, je suis pour les petits changements, bien sûr les grands aussi, mais je vais pas avoir une posture radicale de dire ah non, si on fait pas exactement comme moi je le veux, c'est pas bon, c'est pas. Donc, mais ça, je sais que c'est souvent pas évident quand on a une posture de designer qui est vraiment convaincu d'avoir raison et qu'on s'adapte pas, on peut passer peut-être à côté de certaines opportunités parfois. En tout cas, c'est la posture que vous avez choisi d'adopter, qui n'est pas forcément celle de tous les designers, mais Exactement. Oui. c'est une posture que vous avez dans votre pratique et une conviction que vous avez de faire avec et pour les autres. On va continuer, justement, on va rebondir sur la fonction transformatrice en fait, du design pour les parties prenantes avec lesquelles vous travaillez. C'est vrai que le design n'est pas toujours reconnu. Vous êtes souvent un peu en cavalier seul dans vos projets. Et c'est le process aussi qui fait qui chacun découvre en fonction de là où il est, etc., la valeur du design par cette aventure qui est le process. Enfin, j'ai l'impression. Donc, peut-être, Marik, tu peux commencer pour nous partager ton expérience à ce sujet. Oui, oui. Alors peut-être pour contextualiser, donc je suis la seule designer dans mon équipe. Même dans les recrutements, c'était pas toujours évident parce que mes employeurs, déjà le premier point était bon c'est pas forcément un métier très très créatif. Donc du coup, il fallait que je leur explique un peu comment je voyais les choses, comment aussi je pouvais trouver de la créativité dans la conception d'outils sur mesure pour s'adapter aux différents contextes, aux différentes parties prenantes, projets et éléments. Après, on a la deuxième, donc Raphaël évoquait, convaincre nos commanditaires de la démarche. Et là, ça passe nous dès les appels d'offres. Donc, quelle démarche on va donner pour que chacun puisse participer à toutes les étapes du projet. Donc, des fois, dans un appel d'offres, j'ai juste l'étape diagnostic ou programmation, mais je n'ai pas l'étape réalisation du projet. Ça va dépendre. Et après, on a comment on embarque les citoyens, les parties prenantes dans ce processus. Et ce processus-là, c'est le processus de projet. La petite touche qu'on essaye de mettre en plus, c'est la question du prototype, la question du test, de la préfiguration de différents usages à la fin d'un processus d'idéation, de proposition. Donc en général, on a le diagnostic, on a les premières propositions, on travaille sur des scénarios d'aménagement et ensuite on essaye de préfigurer ces usages qui ont été imaginés. Donc par exemple sur une animation au cadran solaire à côté de Grenoble, on avait préfiguré les usages souhaités des espaces publics. Donc, il y avait un food truck, il y avait la création d'un coin lecture avec la bibliothèque qui était venue, il y avait la création d'un jardin partagé. Donc, on avait un atelier avec le jardin partagé, enfin, différents éléments. Super, merci. Béatrice, peut-être que tu peux nous en parler également dans ta pratique. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'essaye de transmettre des bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques, elles passent évidemment par un process design. Et je pense que une fois on sait que en regardant autour de soi, on peut découvrir vraiment beaucoup de choses. Et ces choses-là, ce sont les choses de la vie. Donc moi, ce que je dis souvent aux clients, regardez un petit peu autour de vous, essayez de vous projeter dans un environnement qui vous plaît, essayez de me le transmettre parce que souvent, le client a des idées, mais il n'arrive pas à les transmettre. Et ça, c'est souvent en tant que designer qu'on est sur cet écueil-là. On comprend bien que le client, il a un objectif, mais il faut arriver à le connaître, à connaître ses idées, à connaître ses envies et tabler sur les points cruciaux qui feront que notre projet sera accepté. Et puis, il y a aussi d'autres choses qui sont importantes dans un process. À un moment donné, dans le process, il faut aussi prouver. Il faut aussi faire par la preuve. Parce que c'est souvent que on nous dit, mais
vous nous montrez ça, mais qui me dit que vous, en tant que designer, vous n'êtes pas en train simplement de me transmettre vos idées personnelles. Alors, ce que je fais beaucoup, je lis et je regarde les expériences qui ont été faites. Alors là, je parle un peu plus de la couleur, par exemple, quand le projet est plus axé sur la couleur. Je regarde et je lis les expériences qui ont été faites sur des personnes à travers des environnements et des couleurs spécifiques. Et je vous assure qu'il y en a beaucoup. Et donc, je m'aide de ces exemples pour prouver au client que ce que je lui raconte, ça vient pas de sous mon chapeau, mais ça vient bien de thèses, parce qu'il y a des gens qui ont fait des thèses. Bernard Roulet, par exemple, il a fait une thèse fantastique. Je me base beaucoup sur sa thèse. Et lui-même, dans sa thèse, il se base aussi sur des expériences qui ont été faites par des scientifiques. Et entre parenthèses, je voulais juste vous dire que la couleur, elle a été travaillée par des grands messieurs, des grandes dames, des scientifiques dans les siècles précédents. Newton, Maxwell, etc., ont développé l'un le cercle chromatique, l'autre la couleur qui passe à travers un prisme, etc. Et comme je disais tout à l'heure, c'est extrêmement important de prouver par le faire, mais par le faire qui a été fait avant. Donc là, avec ça, on a des bases qui existent, on a des livres qui existent aussi. Et comme disait, je crois que c'était Camille ou Raphaël, c'est difficile d'oublier ses propres goûts. Mais il faut se mettre dans je dirais, dans la peau du client et comprendre, accepter ses critiques. Parce que souvent, le client, on n'arrive pas tout à fait à comprendre ce qu'il veut au début. On sait ce qu'il veut à la fin, mais au début, c'est pas facile. Et puis, tout le process est jonché d'obstacles qui vont générer des critiques. Et ces critiques, en fait, en ce qui me concerne, je les prends de façon très positive parce que elles me font avancer, en fait. Donc, il faut rester humble. Je pense qu'on l'est toutes. Notre rôle aussi, c'est de faire les connexions. J'ai travaillé dans des grands groupes, comme le disait Raphaël, connexion entre les services marketing, R&D, services produits, etc. Pas facile, mais c'est notre rôle. C'est notre rôle à nous, designers, de connecter, de fédérer en fait les services et les gens. Donc voilà, mon process, il part de savoir regarder autour de soi, bien connaître les besoins du client, prouver par des expériences et finalement accepter la critique pour aller plus loin. Voilà. Et je rebondis sur ce que tu dis, Béatrice, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi cette dimension d'inspirer la confiance. Ah, Parce que tout à fait. part, Tout à fait. tu les embarques, tu les écoutes, mais aussi Ah oui. ils sont Oui. à ton écoute, finalement, ils te suivent. Oui, oui. Quand je parlais justement de prouver par l'expérience, c'est justement gagner la confiance du client. Parce que si on n'a pas la confiance du client, on aura beau gesticuler, faire plein de choses et faire beaucoup de travail, ça marchera pas. Donc, il faut le séduire, mais le séduire dans le sens acquérir sa confiance, en fait. C'est ça pour moi la séduction du client. Donc, important, très, très important. Tu as bien fait de soulever ce sujet, Perrine. Merci Béatrice. Raphaël, est-ce que toi, tu peux nous partager aussi ta vision voilà, de comment tu les embarques et comment ils se transforment à tes côtés et comment ils découvrent la valeur du design grâce à ces expériences? Ouais, avant ça, j'avais envie de rajouter quelque chose parce que le métier du design évolue. Aujourd'hui, il n'y a pas un métier du design, mais plusieurs métiers du design. Il y a 15 ans, le designer était là pour donner forme à quelque chose. D'ailleurs, je le disais, mon premier poste, c'était cosmétique designer. Donc, c'était juste faire l'esthétique, la couleur et rajouter une peau sur quelque chose. Pas penser usage, pas penser concept, pas du tout. Et ça a vraiment évolué. Maintenant, le design, c'est aussi du design de process, de projet. Alors, ça a été beaucoup développé avec le design thinking qui a montré en fait la valeur d'avoir une démarche par le design en mode projet. Donc, aller chercher les besoins des consommateurs, aller chercher de l'inspiration, aller comprendre un petit peu ce qui sera désirable. Et ça évolue de plus en plus parce que typiquement aujourd'hui, moi, j'ai un rôle de
de designer en prospective, donc penser le futur par le design, mais aussi penser les process, gouvernance de l'innovation par le design. Et puis j'ai même croisé des gens qui sont, alors ça n'existait pas il y a encore quelques années, qui travaillent dans le service public, des designers RH, des designers en milieu de la santé, dans les hôpitaux, etc. Enfin, il y a vraiment aussi l'impact du design se diffuse à différents niveaux, alors qu'avant, c'était vraiment cantonné, surtout en France, à l'industrie et à donner une forme. Donc ça, c'est une chose. Et pour revenir à ta question, Perrine, quand on fonctionne en mode projet, c'est-à-dire qu'on va réunir déjà de manière, donc on fonctionne en mode projet, c'est-à-dire de manière transversale. Donc on va réunir des gens avec des compétences différentes. On va aller chercher des gens, enfin, pour ma part, des gens du marketing, des gens de la technique, des gens de la recherche en interne, et monter en fonction des sujets une méthodologie basée sur le design, mais une méthodologie, un fil conducteur que tout le monde va suivre. En fait, ça a beaucoup d'intérêt parce que déjà, ça permet à des gens qui ne se croisent pas de se croiser. Donc, ça fait monter les gens en compétences, ça crée des connexions. Il y a un vrai rôle, j'allais dire RH, ce n'est pas le bon mot peut-être, mais en fait, il y a un vrai rôle de partage. Et puis, c'est aussi des moments où les gens vont apprendre des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire, vont penser un petit peu en dehors de leur pratique, en dehors de la boîte, vont se mettre en posture créative. Ce n'est pas toujours le cas en fonction des métiers, mais ça peut être quelque chose d'un peu nouveau pour chacun. Et j'ai une anecdote, il y a quelques temps, j'ai un collaborateur qui me disait, moi, je voudrais participer à un projet de design au moins une fois par an. Je considère ça comme de la formation personnelle parce que ça me fait penser différemment et ensuite, je vois mes projets différemment. Donc, il y a un vrai rôle transversal de transmission d'une pensée créative et de rapprochement des gens et des métiers, indépendamment de l'objectif du projet. Génial. Et puis, ouais. Non, je m'arrête là, j'allais rajouter un truc, mais… Tu peux. Bah, on en a déjà parlé, mais ce qui est très spécifique au design, c'est le côté de mettre en forme, pouvoir communiquer, faire des storyboards, des cartes d'empathie, créer des personas, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très enrichissant aussi. Et que ça permet aussi de concrétiser des idées, comme tu le disais, Béatrice, d'aider les gens à formaliser des choses qui ne sont pas forcément claires et surtout à pouvoir les communiquer et les diffuser. Surtout pour les grands groupes, il faut vendre son concept, même si le marché est prêt, le consommateur en veut, le business est parfait, on a la technique, il faut quand même le vendre en interne. Donc, il y a aussi le besoin de mettre en forme et de créer des objets ou des médias pour pouvoir faire évoluer le projet lui-même. Super, merci beaucoup. Alors Camille, si tu veux nous partager ta vision. De revenir après ça, Raphaël, Pardon. Bon, la transformation, c'est un énorme sujet. Moi, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. C'est pour nous, ça se rejoint avec cette question de la transition dont on a parlé au tout début et un des grands plaisirs, je pense qu'on a en pratiquant dans un environnement où on est beaucoup dans la dissémination aussi, c'est de voir ces moments où les gens comprennent la valeur. Et quand tu vois ça chez quelqu'un ou que tu vois quelqu'un commence à s'y intéresser, t'as vraiment l'impression d'avoir rempli ta mission quelque part. Nous, ça se passe beaucoup au moment où les gens vont sur le terrain et font les entretiens et se rendent compte, ah tiens, les gens pensent différemment que ce que moi je pensais. Et finalement, cette démarche, elle a peut-être du sens. Donc c'est ça déjà, en fait, la transformation de l'idée de la solution qu'on avait, parce que souvent quand même les clients ont un peu une idée en tête de ce qu'ils veulent faire. Donc quand le projet se transforme grâce au retour de la recherche, c'est toujours une petite victoire. Et l'autre chose, je pense que nous, vu qu'on a un centre de formation et que de manière générale, on essaie vraiment de former beaucoup en interne, moi, ce que je vois, c'est des personnes qui ne connaissaient pas le métier du design et où maintenant ça devient leur vie. Et
particulièrement en Afrique parce que encore une fois, il n'y a pas d'école. Mais je pense partout, surtout en France, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de changements de carrière, de réorientation professionnelle. Et c'est un métier où il n'y a pas un chemin pour devenir designer. Il y en a autant que tous les designers, j'ai envie de dire. Et au contraire, j'ai même envie de dire que plus tu as eu des expériences riches dans d'autres métiers avant, plus ta pratique va être personnelle et va avoir son propre goût. Donc c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, mais c'est plutôt quelque chose à cultiver en disant bah ta propre richesse personnelle, tes propres expériences vont créer un design qui t'est propre avec des outils qui te sont propres. Donc moi je pensais à ça, je pensais côté client avec qui on bosse de voir cette transformation de leur perspective autour du projet et de son impact ou de comment on va le faire. Et on a vraiment eu ces cas de figure hein, avec des clients qui ont radicalement changé leur conception du produit suite au terrain. Ça c'est super. Surtout quand toi, tu as une meilleure compréhension du terrain et que tu te dis, je suis pas très sûre de, de ça. Mais si tu le dis toi, ça passe pas. Il faut suivre le process pour que les gens soient onboardés. Et l'autre, voilà, c'est celui, bah, du coup, pour nous, c'est nos employés et nos collaborateurs qui mûrissent et je sais pas à quel point c'est comment dire une expérience partagée, mais j'ai quand même toujours l'impression que le gros point d'accrochage c'est la confiance en soi pour pratiquer le design, surtout quand justement il n'y a pas forcément une formation qu'on peut avoir un peu ce sentiment d'imposteur, qu'est-ce que je fais? Et quand par la pratique et par le mentorat, les gens prennent confiance dans leurs compétences et dans l'efficacité du process, ça aussi je trouve que c'est quelque chose de très très beau à voir. Donc voilà, les clients, les collègues et les employés, et puis bien sûr personnellement, on se transforme. Je pense, ben là aujourd'hui, le sujet qui m'intéresse énormément et qui est relié à ma pratique du design, et vu que le design est tellement un métier holistique, au final, on peut s'intéresser à tout. C'est tout ce qui est lié aux sciences du comportement. Et nous, on entend beaucoup parler en ce moment de tout ce qui est, alors en anglais c'est SBC, Social Behavioral Change, en français c'est changement social et comportemental, je crois. Et ça va être, je pense, la prochaine étape pour moi d'aller explorer ça, et de mûrir sur ça et d'avoir des lectures sur ça. Donc, en tant que designer, encore une fois, il faut constamment un petit peu se réinventer, rester à l'écoute et mûrir dans sa pratique. Merci beaucoup. Alors, on a encore un petit peu de temps ensemble. Merci pour tous vos apports et contributions. Peut-être pour terminer ensemble, on va peut-être pouvoir, voilà, chacune partager un mot. Voilà, on était parti un peu sur l'inspiration et l'émotion, mais vous pouvez chacune bah, nous partager quelque chose. Le design nous rend plus humains et rend notre futur plus désirable. Et voilà, je vous laisse. Est-ce que Camille, tu veux commencer comme on peut peut-être faire si tu as envie, tu peux commencer pour changer. Merci. Bah, du coup, il est plutôt pour moi, mais sur l'inspiration, ben, c'est un gros sujet, mais euh, elle- je sais pas trop par quel bout le prendre, mais bien sûr, je pense, malgré tous les process qu'on peut avoir, moi je le vois. Alors nous, on n'est pas forcément autant dans, surtout maintenant qu'on est très porté sur tout ce qui est co-création, c'est pas forcément au designer de trouver la solution. Ça va être un effort collectif. Mais pour moi, l'inspiration, ça va être de se dire euh, quel va être le meilleur outil qu'on va utiliser. Et ça, il y a une part, au final, on a beau avoir des listes d'outils avec les pour, les contre, les plus, les moins, tel outil est bon à utiliser dans tel contexte, etc., etc. Au final, c'est quand même barbant d'avoir à scoltiner une encyclopédie d'outils de design. Euh, donc, quelque part, il y a une part d'expérience qui en fait, nourrit ton inspiration. Là, je sais pas pourquoi, mais je sens que, enfin, je sais pas pourquoi, si je réfléchis, je peux justifier, mais
Je pense que cet outil-là, il sera très bien dans ce contexte-là. Je pense que cette méthodologie-là, cet exercice-là, elle sera bien. Et tiens, d'ailleurs, on devrait peut-être le changer un petit peu par rapport à la dernière fois. Donc quelque part, c'est pour moi l'inspiration, elle est autour de comment je vais aborder le projet. Et ça va venir de l'expérience, du contexte et des échanges. Moi, je suis quelqu'un qui travaille en équipe. Vraiment, même l'agence que j'ai cofondée, j'ai besoin d'avoir ces échanges et je trouve que quand tout le monde participe, au final, l'idée qui peut émerger des contributions de tout le monde, elle sera toujours plus riche que une idée qu'on pourrait avoir tout seul. Donc, pour moi, l'inspiration, elle est individuelle, mais elle sert au collectif. Super, merci. Raphaël, tu veux rebondir? Ouais, je veux bien rebondir parce que je suis d'accord avec toi. En fait, il faut aller chercher ailleurs des manières de faire différemment, que ce soit pour les méthodes ou autres. Et finalement, ça n'a pas de sens. Et malheureusement, je pense qu'un certain nombre de personnes pensent que le design aujourd'hui, c'est le design thinking et que c'est appliquer une méthode. Mais en fait, ce qui a du sens, c'est de travailler avec méthode et pas forcément d'aller appliquer une méthode et d'aller hybrider, mélanger des notions et des méthodologies en fonction du contexte et en fonction du moment. Et je pense qu'on a tous, en tant que designer, ou puis même tout le monde, hein, on s'inspire de ce qu'on fait ou de ce qu'on voit au moment où on le fait ou on le voit. Une expo va peut-être nous faire penser une méthodologie ou une manière de faire en mode projet différemment. Une conférence va nous inspirer autre chose. Et je pense qu'on se nourrit de tout ce qui nous entoure et que du coup, que ce soit en méthode, process ou autre, on va toujours faire du nouveau en fait. Alors, avec des inspirations quelles qu'elles soient. Et donc, en ça, je rejoins tout à fait Camille. Et puis, je voulais ajouter autre chose aussi, c'est que je sais que chaque projet que je lance maintenant, il y a toujours une phase. On a toujours une phase de terrain, que moi j'appelle la phase d'investigation, et j'y associe aussi une phase d'inspiration, un peu issue de mon expérience de designer industriel, où quand on design un produit, on va aller faire des planches tendances, on va aller chercher des références de tendance ou dans les univers des personnes auxquelles on s'adresse. On ne design pas une chaise pour un cabinet d'orthodontie comme on design une chaise pour un Launcher France. On va chercher des émotions, comprendre un peu ce que veulent les gens. Et du coup, je sais que dans ma pratique, je rajoute toujours une phase d'inspiration où on va aller chercher hors contexte, on va aller chercher dans l'art, on va aller chercher dans des contextes un peu communs, mais quelque chose qui force à penser différemment, qui force à faire des associations qui pourraient paraître dérangeantes, mais qui force surtout, du coup, à se mettre en posture créative et peut-être à identifier des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Voilà à peu près ce qui me vient en tête par rapport à ta question, Perrine. Merci. Béatrice. Oui, mais écoutez, moi j'ai adoré ce que vous venez de dire, parce que je trouve que en fait le design il est pluriel. Le design est pluriel et les designers sont pluriels. Et j'ai la chance d'être membre du jury à l'Institut français du design. Et quand je disais que le design est pluriel, c'est absolument incroyable parce que, comme le disait, je crois que c'était Camille, le design évolue. Nous avons des candidats qui viennent nous présenter des projets de design de service, de design de prospective, de design civique, etc., etc. Et je veux dire, on ne se rend pas compte de l'amplitude que le design prend aujourd'hui et avec quelle émotion on peut faire passer un projet. Et je trouve que pour moi, par exemple, je vais essayer d'être un peu plus précise. Les 5 critères pour obtenir le Janus du design à l'Institut, c'est l'économie, l'esthétique, l'éthique, l'ergonomie et l'émotion. Et moi, chaque fois je ne suis pas la seule, mais quand je parle pour moi, pour ce que je ressens, chaque fois que quelqu'un présente un projet, il y a toute une émotion qui me vient et qui s'empare de moi. Et quand c'est le cas, je vous assure qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est chouette le design et qu'est-ce que c'est chouette d'opter pour une méthode, de
de créer la méthode, de ne pas suivre une méthode, mais de la créer et d'utiliser ces fameux biais cognitifs. Les biais cognitifs, aujourd'hui, c'est le futur, je crois. Je pense franchement que c'est une des parties qui va devenir très, très importante dans les projets design. Et ces biais cognitifs, c'est aussi l'émotion avant tout. Super, merci. Marik, est-ce que tu veux nous parler d'émotion, d'inspiration Tu nous en avais parlé d'ailleurs lors de nos échanges sur l'inspiration, l'importance de l'inspiration pour les parties prenantes de tes projets, notamment. Tout à fait. Alors, je pense qu'on a un vrai sujet sur le futur désirable avec les questions de transformation et de réponse aux enjeux environnementaux, sociaux, économiques à venir dans l'avenir. Et on a tout un sujet en fait sur comment est-ce qu'on accompagne ces changements qui vont évoluer, parce qu'il va falloir changer nos modes de vie, nos pratiques, nos éléments, et ça, on y est confronté au quotidien dans mon métier, puisqu'on a tous les sujets de société, c'est la mobilité, c'est le partage de l'espace public, la place de la voiture, comment est-ce qu'on construit aussi demain pour qu'on préserve des espaces naturels, pour qu'on empêche d'artificialiser. Enfin, on a des enjeux très très forts. Et comment est-ce on accompagne en tant que designer ces transformations par différents outils, par différentes méthodes, ça c'est sûr. Et puis comment aussi on transforme les émotions, parce qu'on va avoir des gens, les Français en particulier, sont très résistants au changement, mais des gens qui vont arriver avec de la colère, avec de l'incompréhension, avec je veux bien qu'on change, mais pas devant chez moi. Donc le NIMBY, on parle en architecture. Comment est-ce qu'on transforme ces émotions en une émotion ou un futur désirable ou quelque chose vers quoi on aimerait aller, et montrer aussi que je parle des projets d'apaisement, de centre-ville, de limiter la place de la voiture. C'est un sujet qui est prégnant en ce moment dans les concertations que je mène. Comment ça peut amener des choses positives aussi. Et ça, c'est montrer des exemples, c'est l'inspiration, donc aller chercher d'autres exemples, références, travailler aussi sur les images que ça peut représenter. Béatrice, tu nous as parlé tout à l'heure de la valeur émotionnelle du design. Je veux bien que tu nous dises quelques mots, parce que je trouve que c'est intéressant peut-être de finir un peu là-dessus. Oui, moi je pensais à quelque chose qui est très très important, je crois, dans la vie des gens, c'est le design et la santé. Le design et la santé, on n'en parle pas, ou pas beaucoup, mais c'est tout à fait fondamental, et pour moi, le design dans ce cas-là est un vrai vecteur émotionnel. Alors, il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais je pense qu'il y a des domaines qui sont particulièrement sensibles à la vie des gens, et dans lesquels le design peut avoir une place extrêmement importante. Alors, tout à l'heure, je parlais de la santé, mais on peut parler aussi des tout petits, on peut parler des personnes en fin de vie, les personnes âgées dépendantes. Je crois qu'il y a une ouverture du design vers des considérations émotionnelles très, très importantes qu'il va falloir considérer et travailler autant que, par exemple, le design produit. Attention, je ne dévalorise ni l'un ni l'autre, mais je pense que comment dirais-je, ces services, ces domaines du design vont exploser dans l'avenir. Et donc, la valeur émotionnelle, pour moi, c'est celle qui me fait vibrer, qui fait vibrer mon client et qui nous fait avancer, en fait. Merci. Alors, si on peut peut-être prendre une ou deux questions rapidement.
Je crois qu'il y a… voilà. Ah oui, donc Marie, tu nous dis un réseau du design hospitalier se constitue avec une rencontre à Paris en septembre. Super. On peut poser une ou deux questions. On a le temps pour une ou deux questions. Vous pouvez l'écrire dans le chat. Et puis, oui, c'est hyper intéressant. Et cette notion de bien-être, en fait, le design qui peut et nous aider à vivre ensemble aussi dans toute la démarche de Marie et des autres designers d'ailleurs, où on se rend compte de l'impact en fait du design sur la société avec des moyens finalement assez simples. Enfin, pas forcément des moyens économiques très, très importants, qui peuvent vraiment transformer notre vie, notre quotidien, nos En espaces. fait, oui, en fait, je crois qu'on est toutes d'accord sur le fait que le design, quelque part, il résout les problèmes et il apporte aussi beaucoup de bien-être. Raphaël, tu voulais rajouter un mot? Je ne pensais pas que ça se voyait autant. Non, je trouve ça très intéressant et je trouve qu'il y a il y a une dimension aussi cognitive. Enfin, on est rassuré quand on est dans un domaine connu, quand on est devant un produit connu, une forme connue, etc. Quand on est dans l'inconnu, on peut être déstabilisé. Et une innovation, un nouveau produit, un nouveau service, c'est aussi aller chercher des codes, des références qui font sens, qui sont rassurantes pour l'utilisateur final et les injecter dans ce qu'on va créer. Enfin, par exemple, il y a des innovations très techniques qui sont restées sur des formes très, très standards parce que justement, il fallait faciliter l'acceptation de cette innovation. Plus quelque chose est nouveau, plus il faut travailler sur comment est-ce que cette innovation va être acceptée. Et ça passe aussi, en effet, par la forme, par la couleur et par la manière, ou par les références. Si ça a une forme qui correspond à quelque chose de connu, un environnement rassurant, c'est plus facile. On le voit, hein, les objets connectés d'il y a quelque temps. Alors, j'ai travaillé beaucoup dans l'IoI, le digital. Quand on développait quelque chose de tout nouveau, les montres connectées, par exemple, les premiers modèles, ça ressemblait à des trucs un peu ovni. Et puis finalement, on a vu des montres qui ressemblaient juste à des montres. La question, c'était pas de mettre quelque chose pas de faire du design de science-fiction, mais c'était de rassurer les gens et en mettant en avant le bénéfice utilisateur et pas forcément une esthétique complètement décalée. Et quand je t'entends, Béatrice, on parle de la santé, je pense que c'est pareil. Évidemment, il y a des choses qui rassurent les petits-enfants, il y a des choses qui rassurent les personnes âgées, et ce n'est pas du tout la même chose. Absolument. Alors Camille, tu voulais rajouter quelque chose et j'ai une question pour toi ensuite. Juste pour rebondir sur la question de l'émotion enfin, nous, on le voit, on a quand même beaucoup de projets dans le monde du développement, pour l'UNICEF, pour différentes organisations comme ça internationales, et c'est justement avec les populations les plus vulnérables que en fait l'émotion est presque la plus importante, parce que tu traites avec des utilisateurs, des clients, des bénéficiaires, quel que soit le jargon utilisé, avec des personnes qui sont dans une situation où si tu ne prends pas en compte justement cette vulnérabilité, ils vont pas adopter les services qui pourtant sont pensés dans leur intérêt, mais en fait, est-ce qu'on arrive vraiment à comprendre le point de vue d'une personne vulnérable? Quand on est dans une position de force, là, on parle de biais de pouvoir, en fait. Et c'est là où je pense que notre approche d'empathie, elle apporte énormément de valeur. Alors après, je vois j'avais une question pour toi de Johanna, qui est avec nous. Bonjour Johanna. En tant que chef d'entreprise, comment gères-tu les transformations sociétales? Est-ce qu'elles ont un impact au niveau RH? Quelle différence entre la France et Dakar? c'est bien peut-être un exemple de transformation sociétale auquel tu réponds. Je ne peux pas répondre à côté de la plaque. Euh, J'en imagine quelques-unes, mais je sais pas. Peut-être que tu peux préciser, Johanna, dans le chat? Je sais pas si elle peut elle peut peut-être pas se donner elle-même l'autorisation de parler. Bon, je vais juste répondre rapidement. Alors, transformation sociétale, celle auquel je pense. Ah, les impacts liés au réchauffement climatique, par exemple.
Ah, d'accord. Bon, c'est des énormes scopes. Alors nous, on essaye bien sûr à notre échelle de voir ça. Je pense de base, en tout cas, nous en tant que team de cofondateurs, ce qu'on a à cœur, c'est le bien-être de nos employés. Enfin, quand on est dans du service, c'est absolument crucial. Donc, euh, peut-être pour nous, ça sera vraiment d'être à l'écoute de l'équipe, des parcours de chacun et d'essayer d'accompagner le mieux le développement personnel de chaque personne. Sur les choses de société, du coup, bah, on écoute aussi l'équipe pour savoir ce qui les intéresse et ce sur quoi on peut essayer d'impacter. Comme on est une agence digitale, on n'a pas un énorme impact écologique et on essaye de suivre un maximum. Là où on a beaucoup d'impact, c'est si tu essayes de calculer tous les vols de consultants occidentaux qu'on évite en étant nous sur Bilan place. carbone. Voilà, notre bilan carbone, si on essaye de faire des hypothèses sur ce que ça a pu éviter de faire comme voyage, c'est positif. Après, on essaie de regarder sur le digital aussi parce que le digital est pas du tout, enfin, est un très gros consommateur aussi. On a clairement des progrès à faire. Mais par contre, le sujet, je pense, qui est beaucoup ressorti, c'était la santé mentale du côté de l'équipe. Et du coup, on essaye de voir comment on peut être à l'écoute de ça. Bien sûr, on essaye de choisir des projets que l'équipe trouve intéressantes aussi. Alors, je ne sais pas trop quelles sont les différences avec la France, parce que pour le coup, toute ma carrière professionnelle, c'était ici. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, ce qui est bien, c'est que tu as le pouvoir de donner la direction, en fait, pour ton entreprise, de ce qui va être important pour toi, en tant que groupe de cofondateurs. Et peut-être l'autre différence avec la France, je ne sais pas trop à quel point en France, les sociétés sont contraintes par le gouvernement de faire certaines choses ou pas. Nous ici, pas vraiment. Donc c'est vraiment, on a à la fois une grande liberté, du coup on peut faire beaucoup, mais du coup ça veut dire que si s'il n'y a pas de chef d'entreprise avec des convictions, bah ça peut aussi, du coup il peut pas se passer grand chose. Mais on essaye d'être ouais, le plus inclusif possible. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Bravo parce que vous êtes très inspirante et ben, on se dit que le monde a besoin de personnes comme vous et de designers comme vous pour changer notre monde et il y a du travail. Et je pense que les femmes designers nous font avancer, les hommes aussi, mais je pense que notre sensibilité et notre empathie, qui est très développée chez les femmes, va nous faire avancer. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Je suis ravie d'avoir échangé avec vous et de vous avoir donné la parole. Et merci à Women in Design pour ce programme de rôle modèle qui est vraiment super. Et vous pouvez les retrouver en replay sur la toute nouvelle chaîne YouTube de Women in Design. J'aurai le plaisir de retrouver Camille sur le Instagram pour un live jeudi soir à 18h, je crois. Et voilà, et puis bonne continuation, à bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Et surtout, gardez la flamme et la passion pour votre métier. À très bientôt. Merci à toi, Perrine. Oui, Merci beaucoup, Perrine. Bravo. Ouais, Belle super. soirée. À très vite. Au revoir. Merci. Au revoir à Au toutes. revoir. Au revoir.